Ce jeudi 15 juin, journée dite citoyenne a été suivie par les Maliens. En tous les cas, ceux de Bamako sont sortis massivement pour récupérer leurs cartes d'électeurs. Nous avons fait le constat dans les centres de distribution des cartes avec notre équipe de reportage dirigée par Tamsir Djabati. Les acteurs de la chaîne de lutte contre le travail des enfants se retrouvent pour évaluer la mise en œuvre du projet Travail pas affaire d'enfants. Rien qu'en 2022, plus de 7000 enfants grâce au programme ont dorénavant une vie meilleure. Et justement, demain 16 juin, le monde va se souvenir de la lutte héroïque menée par les enfants massacrés à Soweto. Nous allons faire un tour à Médine avec nos pèlerins de la filière gouvernementale, visite de certains lieux saints de l'islam. Ça sera avec Soumaïla Berti. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 15 juin, journée dite citoyenne sur toute l'étendue du territoire national. Son but, inciter et surtout encourager la population malienne au retrait des cartes d'électeurs pour une participation massive au scrutin référendaire de ce dimanche 18 juin. Mais avant d'en parler, je vous propose d'écouter le Premier ministre qui présidait le Grand Prix de la Nation 79 édition. C'était cet après-midi au champ hippique de Bamako et c'est le cheval CR7 qui remporte cette année le drapeau du Grand Prix de la Nation. Cette compétition, il faut le rappeler, est la plus grande de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres. Elle récompense les meilleurs entraîneurs jockeys et cheval. Pour plus de détails, écoutons le chef du gouvernement. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Chaque année, quand je viens ici, représenter le président de la transition aux côtés du ministre des Sports, de tout l'encadrement du sport équestre, les entraîneurs, les joueurs, les jokers, les présidents des ligues, les membres du gouvernement et surtout les supporters, ça procure un immense plaisir. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, chaque fois qu'on joue, c'est la jeunesse qui gagne. Et dans le cas d'espèce, c'est des jeunes de 14 ans, 15 ans, ils sont très jeunes. Ça montre la détermination de la jeunesse, son courage et le goût de l'effort. Ce sont ces valeurs que nous cherchons à inculquer chez la jeunesse aujourd'hui, le président de la transition avec toute son équipe. Et c'est pour cela que chaque fois que le ministre organise avec ses collaborateurs et le personnel d'encadrement et les joueurs ces cérémonies, c'est un grand plaisir pour nous de participer. Aujourd'hui, dans la compétition, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais dans le jeu, d'une façon générale, c'est le Mali qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne. Et le fait qu'il y a des vainqueurs dans la compétition qui font montre de plus de persévérance, d'assiduité, d'engagement, c'est un exemple à suivre par tous les jeunes. Félicitations aux gagnants. On retrouve demain le compte-rendu complet du Grand Prix de la Nation 79 édition. Ça sera avec Abdul Karim Kaba. L'actualité, c'est le démarrage ce jeudi 15 juin des épreuves anticipées du baccalauréat concernant les lycées franco-arabes. Madame le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi depuis Tombouctou. Retrouvons Idrissa Goulou Sissoko, notre correspondant sur place. C'est au lycée Mohamed Alassane Aïdara que les 181 candidats, dont 65 filles, planchent sur les épreuves du baccalauréat anticipé dans l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Après l'ouverture de la première enveloppe des sujets, le ministre de l'Éducation nationale a prodigué des conseils utiles aux candidats et candidates, tout en les invitant à compter sur eux-mêmes afin de bannir la fraude. Mes mots ne seraient que des mots de remerciement à l'endroit des plus hautes autorités du Mali et plus particulièrement à Madame le ministre de l'Éducation nationale, pour non seulement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de tous les élèves du Mali. Elle est en train de faire tout pour que ces examens puissent se faire dans la plus grande transparence. Pour le ministre, cette année scolaire s'est déroulée sans trop de difficultés, cela grâce à l'engagement de tous les acteurs de l'éducation. Le message que j'ai passé aux candidats, c'est leur dire que tous les examens se valent
Et le bac technique, il compte aussi dans le bac final, comme le bac classique. Donc nous sommes là pour leur témoigner le soutien des autorités, mais aussi pour leur dire que tous les examens se passent et seront revêtus de la même rigueur quant à la surveillance et au suivi. Pourquoi ? Parce que les résultats doivent être le reflet de ce qu'ils ont appris, de leurs connaissances. La montée de couleur avait donné le top départ des activités. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation Sincère ANR poursuit ses rencontres de restitution concernant la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ses représentants à Mopti, Gao, Kidal et Menaka, un reportage depuis nos stations régionales. C'est avec Aliou Idrissa Maïga et Idrissa Keita. Plus de 150 représentants des forces vives venus des régions de Taoudeni, Tombouctou, Bandiagara, Douanzan et Mopti échangent à Mopti à travers un atelier de restitution. C'est autour du contenu du rapport annuel du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation Sincère ANR. Il s'agit à travers cette rencontre de faire l'état des lieux de ces recommandations en vue de formuler des propositions pour l'amélioration des prochains rapports. 21,82% qui sont totalement réalisés, 61,82% sont en cours de réalisation et 16,36% ne sont pas réalisés sur les 55 qui étaient prévus sur les actions prioritaires pour le gouvernement de la transition. Malgré ces résultats encourageants, des défis restent encore à relever. Une des recommandations des Assises nationales est l'amélioration du processus de gouvernance locale par la décentralisation intégrale qui responsabilisera les communautés à penser et planifier leur développement selon les spécificités et les potentialités communes de leur localité. Le comité indépendant a enfin invité les participants à une large diffusion du contenu de ces rapports auprès de leurs concitoyens. Au cours des dernières assises nationales de la refondation tenues à Bamako, les Maliens venus de l'intérieur du pays et de la diaspora ont formulé 517 recommandations que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre pour la refondation, le développement et la stabilité de notre pays. Du début de leur mise en œuvre à nos jours, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Ce sont les réponses à ces questions qui justifient la tenue de cette journée de restitution à Gao. Dans le rapport annuel de l'état d'exécution des recommandations des ANR figurent plusieurs actions menées. Nous avons vu une nette amélioration concernant la sécurité. Par l'achat de tout ce que nous avons pu améliorer le recrutement, n'est-ce pas, des jeunes. Et tout fonctionnaire doit passer par le service militaire avant de prendre sa fonction. Nous avons vu les usines qui ont été annoncées. Et Comatex a repris. Et ça, c'est très fort. Les assises nationales ont fait l'objet de plusieurs recommandations, parmi lesquelles figure en lettres d'or la création d'un comité de suivi de ces mêmes recommandations, dont l'importance n'est plus à démontrer quand on sait qu'il constitue aujourd'hui une véritable force de rappel au gouvernement sur l'application des différentes recommandations des forces vives de la nation. La présentation du rapport de l'état d'exécution, des recommandations et les échanges sur son contenu ont permis à l'assistance d'être mieux informée sur les actes posés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des ANR. Demain, 16 juin, le monde est appelé à se souvenir de la lutte héroïque menée par les enfants massacrés à Soweto en 1991. Le ministre de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, dans son message, évoque le choix du thème et les actions des autorités maliennes pour la promotion des droits des enfants. Thème intitulé cette année « Le droit de l'enfant dans l'environnement numérique ». Voyons le décryptage du message de Madame le ministre avec Awama Kamara.
L'environnement numérique est un élément fondamental de la vie quotidienne des enfants. Ils passent la majeure partie de leur temps en contact avec les écrans de téléphone, de tablettes, sur les réseaux sociaux et autres. Le numérique leur offre tout simplement des opportunités considérables en leur ouvrant de nouveaux canaux d'éducation, de créativité et d'interaction avec leurs pairs. C'est pourquoi la 32e édition de la Journée de l'enfant africain s'accentue là-dessus. Le thème choisi par le comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant et retenu par notre pays est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Le choix de ce thème est la traduction manifeste de la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays à renforcer l'environnement numérique protecteur des enfants à travers un accès sécurisé à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Le numérique offre certes des opportunités, mais pas que. Il y a également des risques. Comment amener les parents et les éducateurs à affirmer leur rôle d'accompagnateur des enfants dans l'utilisation du numérique tout en privilégiant leurs intérêts? Comment parvenir à un environnement numérique sécurisé et adapté à nos enfants? Comment protéger les enfants contre le piratage en ligne? Comment offrir à nos enfants des services en ligne respectueux de leurs droits et de nos valeurs? Voilà autant de défis qui nous interpellent en tant que parents, autorités et partenaires. Il est donc essentiel de fournir les compétences numériques plus sûres aux enfants pour qu'ils jouissent pleinement de leurs droits. Et toujours dans le même domaine, la vie de plus de 7000 enfants devenus meilleure grâce au projet Travail pas à faire d'enfants. La nouvelle nous vient de la rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants. Les acteurs se sont retrouvés pour évaluer la mise en œuvre du projet financé par le gouvernement néerlandais, l'UNICEF, la coalition contre le travail des enfants et Save the Children. Il en ressort que ce programme a obtenu des résultats probants en 2022. Mamari Koli. 3 jours après la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, les acteurs de la protection des enfants se retrouvent à la faveur de la rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants. Au centre des échanges, le projet Travail pas à faire d'enfants de Save the Children. À travers le présent programme, nous sommes résolument engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, dont celui à une éducation de qualité. C'est à votre actif que le projet est arrivé à changer la vie de 7478 enfants au Mali à travers les alternatives éducatives, les AGR et la formation professionnelle. Les acteurs sont convaincus que c'est dans l'Union que les résultats probants pourront être obtenus dans la lutte contre le travail des enfants. Et se mettre ensemble pour avancer et faire en sorte que la cause des enfants puisse être défendue. Je crois que c'est une première expérience. On le dit, les adultes au travail, les enfants à l'école. L'enfant ne doit pas être victime de quelque travail que ce soit, parce que la situation est amère, très honnêtement. Selon le secrétaire général du ministère en charge du travail, le TPAE marque une étape importante dans le renforcement de la synergie d'action autour de la politique gouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants. Au Mali, dont la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, affiche clairement les droits de l'enfant comme une priorité politique. Le pari est loin d'être gagné. Entre autres, il s'agit d'améliorer l'accès à la santé, l'éducation, réduire la pauvreté, le travail des enfants, tant de défis. Le programme TPAE évolue dans 6 pays, mis en œuvre au Mali par le consortium Save the Children, Enda Mali, UNICEF et SNEC. Il couvre 20 communes des régions de Ségou, Sikasso et Bougouni. Le mardi dernier, c'était la journée dédiée aux secrétaires, assistants et attachés de direction du Mali. Comme activité, les membres de l'Assad se sont entretenus sur la déontologie du métier. Compte rendu à Wadama Koulibaly, Oumar Traoré. Ils sont au cœur de l'administration de tous les services publics et privés. Ils, ce sont les secrétaires.
Ce sont eux qui accueillent, saisissent et orientent tout dossier. Leur profession repose sur certaines qualités, dont la discrétion. Le métier de secrétaire même repose sur 2 catégories de qualités. D'abord, il y a les qualités techniques, le classement, l'organisation, la correspondance, qui reposent maintenant sur la compétence morale. Il s'agit de la discrétion, de la veille. Il s'agit aussi de la jovialité. À ceci, une journée est dédiée. Occasion pour le parrain de justifier pourquoi apporter un soutien à ces hommes et femmes de bureau. Qui ne serait pas perdu sans son ou sa secrétaire, avec leur mémoire d'éléphant, leur orthographe parfaite, leur impressionnante dextérité et leur bonne humeur à toute épreuve. C'est pourquoi il est nécessaire de créer des cadres d'échange pour mieux faire connaître leur métier et battre en brèche les préjugés défavorables liés à cette fonction. Aux initiateurs de mettre l'accent sur l'importance de cette fonction dans les services. Il y a des postes politiques, mais le technique doit être occupé par les techniciens. C'est pourquoi nous voulons que la formation des secrétaires soit pérennisée pour accompagner ces nouveaux arrivants. Qu'il y ait moins de frustration, qu'il y ait moins de perte de dossiers, que les dossiers soient traités dans les procédures, que les documents soient tenus de façon professionnelle. Les lauréats du premier concours de dactylographie reçoivent ainsi leur prix. Et ce geste, c'est pour sceller les festivités consacrées à la journée du secrétaire. Tenue à Bamako, de la première réunion des chercheurs du consortium Un vaccin bloquant la transmission du paludisme, organisée par l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako. La rencontre doit permettre aux chercheurs du consortium de partager les résultats des recherches obtenues dans les différents pays. Sokona Kamisuko nous en parle. Bientôt de nouveaux vaccins disponibles dans nos pharmacies contre le paludisme. Les chercheurs maliens et étrangers sont réunis à la faveur de la première réunion des investigateurs autour du projet Un vaccin bloquant la transmission du paludisme. Le but de la rencontre est de présenter les résultats des différents pays dans le cadre de la lutte contre la maladie. Les résultats que nous allons présenter ici ensemble entre nous les chercheurs, nous avons pu démontrer par exemple avec un des vaccins bloquant la transmission que ce vaccin à 86% par exemple empêchera aux moustiques de transmettre le paludisme. Nous allons discuter également d'autres stratégies pour voir l'évaluation future qu'on donnera à ce type de vaccin. Cette initiative est perçue par les organisateurs comme un cadre idéal d'échange avec les acteurs de la santé, mais également de partage d'expériences en vue de booster la lutte contre le paludisme. Les chercheurs du Mali et en particulier ceux du MRTC ont beaucoup œuvré dans les différents essais cliniques du premier vaccin adopté par l'OMS qui est le RTSS. Les résultats de recherche sur le second vaccin plus avancé R21 matrice constitue un réel plaisir pour les différents programmes de lutte contre le paludisme. Le PFTBV, qui est un vaccin avancé aujourd'hui, qui permet à la personne vaccinée d'empêcher les moustiques qui le piquent ou qui la piquent de transmettre le paludisme à d'autres personnes. Autrement dit, c'est un vaccin qui coupe la chaîne de transmission. C'est une nouvelle génération de vaccins attendue par la communauté scientifique et l'OMS pour l'élimination définitive du paludisme. Cette rencontre de 2 jours regroupe les chercheurs venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria, du Danemark, la Hollande, les États-Unis et le Mali. Autre grand titre de ce journal, Hajj 2023, un mot du séjour à Médine de nos pèlerins de la filière gouvernementale. Visite de certains lieux saints de l'islam, comme celle de la mosquée de Kouba ou encore celle des 2 directions et la montagne de Ouda. Youssouf Samaké, Abdoulaye Diop, Mohamed Belkoudiko et Soumaïla Berté sont nos envoyés spéciaux à la Mecque. Reportage. À Médine, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale font une immersion dans l'histoire de la religion musulmane. Un tourisme religieux en fait qui leur a permis de découvrir les lieux saints de l'islam. Première escale, la mosquée de Kouba, un lieu chargé d'histoire dans les rayonnements de l'islam et de la vie du prophète, paix et salut sur lui. Ici, chaque prière équivaut à des récompenses sans commune mesure.
La mosquée de Quba est la première mosquée que le prophète, paix et salut sur lui, a construite au cours de son voyage à Médine. Et il a donné aussi beaucoup de valeurs à cette mosquée. Parmi les valeurs de cette mosquée, que la prière de 2 rakats a une équivalence de la Umrah. La mosquée des 2 directions est un monument qui rappelle des décisions dont les répercussions sont toujours des règles dans la pratique de la religion musulmane. Quand le prophète paix et salut sur lui est venu à Médine ici, il priait à la direction de Jérusalem. Mais lui-même, il a souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le changement de direction pour qu'il prie à la direction de la Kaaba. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction de la prière, donc a trouvé qu'il y a certaines personnes qui priaient sur ce lieu. Et quand ils ont reçu la nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction, ils ont changé directement leur direction pendant la prière. Et pour cela, cette mosquée a une valeur exceptionnelle. La montagne de Uhud, située dans les périphéries de Médine, a été également visitée par les pèlerins. Parmi les actions qui ont marqué l'avènement de la religion musulmane, il y a la bataille de la montagne de Uhud. Depuis cet événement, le lieu est devenu tristement célèbre. Le prophète paix et salut sur lui a dit que la montagne de Uhud est une montagne du paradis. Donc, il a donné beaucoup de mérite à cette montagne. Et autour de cette montagne, le prophète paix et salut sur lui a fait sa 2e grande bataille sainte, qu'on appelle la bataille de Uhud. Et il a enterré là-bas beaucoup de compagnons. Donc, si les pèlerins viennent ici, ils rendent visite là-bas pour saluer ses compagnons saints. Les visites sur d'autres lieux saints de l'islam se poursuivent ici avec l'ensemble des 2100 pèlerins maliens de la filière gouvernementale jusqu'à la fin de leur séjour dans cette ville. Atelier d'information ici à Bamako et de sensibilisation à l'intention des acteurs des filières mangue et qualité. L'atelier porte sur l'importance des indications géographiques et des marques collectives dans la protection et la valorisation des produits du terroir. Nohom Sissoko, reportage. Le Mali regorge de produits agricoles de qualité. Pour que les producteurs et les transformateurs tirent un avantage économique, ces produits doivent être valorisés au moins de droits de propriété intellectuelle, notamment les IG, indications géographiques et les MC, marques collectives. C'est pourquoi le CEMAPI, Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle, avec l'appui de ses partenaires, a organisé une session d'information et de sensibilisation des acteurs des filières mangue et karité sur l'importance des indications géographiques et des marques collectives dans la protection et la valorisation des produits du terroir. Force est de constater qu'une part importante de ces produits est exportée et commercialisée en Europe, en Amérique, au Maghreb et d'autres marchés extérieurs, souvent sans label ou sous le label de pays voisins, constituant un manque à gagner énorme pour nos producteurs et transformateurs. Le karité, la mangue sont des produits réputés, des produits de qualité qui se vendent aussi bien à l'extérieur sur les marchés internationaux que sur les marchés nationaux. Aujourd'hui, il n'est plus concevable que nous restions assis face à ces menaces d'usurpation. La labellisation permet aux groupements et associations de spécifier leurs produits et services de ceux des concurrents, de promouvoir leurs produits et savoir-faire, d'accroître les conditions d'accès des produits locaux au marché. Au terme de ces 2 jours de travaux, les acteurs concernés seront outillés dans la gestion technique des marques collectives et d'indications géographiques, ainsi que la promotion de leurs produits sur les marchés locaux et internationaux. Je vous amène à Tombouctou avec l'ouverture de cet atelier B2B couplé à la mini-foire de Feed the Future Mali Sougou Yiriwaton. Il s'agit pour les organisateurs de créer une opportunité entre producteurs transformateurs de la région. Yéatandina. En prélude à la campagne hivernale, les communautés agricoles et commerciales de la région de Tombouctou sont préoccupées par les questions liées aux intrants pour la production agricole. C'est dans cette logique que Sougou Yirwa et Séné Yirwa, de concert avec la plateforme multi-acteurs de la région, a procédé au lancement de l'atelier de mise en relation B2B
et la mini-foire aux intrants et produits agricoles transformés. Cette rencontre est une véritable opportunité d'accès au marché pour nos opérateurs économiques. Elle contribue à relancer l'économie d'une région longtemps touchée par les crises sécuritaires multiformes et des sécheresses à répétition. Les efforts de plaidoyer et de lobbying entrepris par les autorités de la région pour un retour rapide des systèmes de financement décentralisés, je parle des IMF, dans la région, sont d'ailleurs soutenus par Sougou Iriwa à travers la promotion des solutions alternatives de digitalisation pour l'accès au financement bancaire par transfert monétaire. Pendant 3 jours, les participants venus de la région vont se pencher sur les différentes approches relatives à la question de financement, de production et de commercialisation. Notre région, malgré la rigueur de son climat et les défis sécuritaires, demeure une région résolument engagée à accompagner Sougou Iriwa pour le développement des systèmes de marché, l'amélioration des revenus des acteurs du marché et la lutte contre la faim et la malnutrition. Cette initiative est mise en œuvre par le consortium d'ONG CARE International, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel. Une occasion pour les acteurs de vendre leurs produits transformés et relancer leurs affaires. Travaux de réflexion sur la sémence de pommes de terre produite localement. Il ressort que Sikasso produit annuellement près de 200 tonnes de sémences de pommes de terre. Le cadre est initié par le comité régional de l'interprofession pommes de terre du Sikasso. Retrouvons Mustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une rencontre multi-acteurs autour de la sémence de pommes de terre produite localement. Une rencontre initiée par le comité régional de l'interprofession pommes de terre qui regroupe les familles professionnelles des producteurs, des transformateurs, des fournisseurs d'intrants et des commerçants. On a une semence environ de 200 tonnes. On a des variétés ici. C'est disponible pour la campagne prochaine. Les participants aux réflexions sont des producteurs venus des régions de Kayo, Koulikoro, Ségou, Bougouni, Koutiala et Sikasso. À ces producteurs s'ajoutent les représentants de l'IPR de Katibougou, du Centre d'innovation verte, du laboratoire de semences Labosem et des services techniques. La rencontre est marquée par des explications et des témoignages sur la semence produite localement. Le premier avantage de la semence locale est que le producteur peut s'aimer à temps, contrairement à la semence importée. Le rendement est bon et le goût est acceptable. Nous demandons à l'État d'en faire la multiplication de la semence de pommes de terre du Mali un programme national d'urgence et de l'inscrire dans le plan d'urgence d'Unkafa encore à titre de rappel. Et d'inscrire de nouveau la filière pommes de terre dans le cadre de la subvention nationale du Mali. À noter que la filière pommes de terre bénéficie du soutien du PAFA, programme d'appui aux filières agropastorales, un programme du Conseil régional financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises. Lancement du projet en lien avec la professionnalisation des jeunes sur des métiers textiles. 120 jeunes filles et garçons sont concernés par le présent projet dans les régions de Ségou et de Mopti. Le lancement a eu lieu au centre d'Omo en présence de Honoré Tchenou. Le programme Jeunesse et Stabilisation, à travers cette cérémonie, lance officiellement son projet relatif à la professionnalisation des jeunes sur les filières du textile traditionnel. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat culturel local en vue de la réduction du chômage des jeunes. Les entreprises dont les jeunes seront propriétaires à la fin des formations seront des moyens de production et de création de valeur qui contribueront à la réduction des effets néfastes de la crise sur cette frange si importante dans le développement et la stabilité de notre pays. Je vous invite également à saisir cette opportunité que vous offre le projet avec la motivation, l'engagement et la persévérance pour réaliser vos attentes et être autonome dans les jours à venir. Le projet concerne 120 jeunes filles et garçons dans les filières du textile comme la filature, le tissage et la teinture naturelle, le bogola. Nous apprécions ça beaucoup parce qu'après la formation, nous allons ouvrir notre propre entreprise pour pouvoir nous prendre en main et nos différentes charges. Cette action de projet est une opportunité pour vous et pour le Mali de porter haut nos valeurs traditionnelles
dans la transformation du coton dont le Mali est un producteur confirmé. Après la formation assurée par plusieurs partenaires dont le centre Ndomo, les bénéficiaires seront équipés, installés avec une assistance pour la création de leur propre entreprise. Le financement est assuré par l'Union européenne. Venons-en maintenant à la journée dite citoyenne. Notre équipe conduite par Tamsir Diabaté est allée en savoir davantage. Son constat est le suivant. Vous êtes allé retirer votre carte d'électeur en nombre et vous êtes déterminé et engagé à participer massivement au vote de ce dimanche. Suivons ensemble. Les populations de la rive droite et celles de la gauche ont fait de cette journée une véritable journée citoyenne. Nous sommes à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Ici, chacun veut récupérer sa carte d'électeur et au même moment. Pourtant, récupérer sa carte demande de la recherche. Les distributeurs sont débordés et c'est pourquoi ils ont préféré boucler la porte d'entrée. Tandis que d'autres sont à la fenêtre et parfois les esprits s'échauffent. Les difficultés que nous avons là, c'est que les fiches, par la foule là, nous avons mélangé les fiches. Il y a une fiche qui est disparue, on ne sait pas, on a vu la carte de quelqu'un, on ne sait pas la fiche d'émargement, on n'a pas vu sa fiche d'émargement, alors que ça est avec nous, c'est ce qu'on est en train de chercher. Les gens sont impatients. D'un centre de retrait à un autre, ici dans la mairie de la commune 5 du district de Bamako, c'est la même affluence et le même engagement des citoyens à récupérer leur carte d'électeur. Youssouf Kodé, âgé de 30 ans, est un étudiant à la faculté de médecine. Pour lui, la jeunesse malienne doit se mobiliser pour aller voter. Oui, je suis un bon citoyen, donc je vais voter au référendum. Et actuellement, je suis fier d'être malien. Je vois que le climat politique a beaucoup changé. Donc, ces autorités aspirent à notre confiance. Donc, du coup, on va voter au référendum. C'est historique pour moi. C'est le même engagement citoyen chez la gente féminine. Justement, c'est le cas de Mme Traoré et Kadiatou Kone. Malgré son état de grossesse, elle a tenu à venir récupérer sa carte d'électeur, ainsi que celle de son époux qui est en déplacement. Je me suis forcée, je suis jusqu'à Tabakoro à Tétébougou. Donc, vu la distance, j'ai fait. Donc, c'est un devoir à tout le monde, à tous les Maliens, de venir récupérer leur carte d'électeur. Les dimanches. Je suis venue récupérer comme toutes les bonnes citoyennes du Mali pour aller voter le dimanche. Auparavant, on ne pouvait pas se déplacer dans une ville pour aller. Même les fêtes, à l'approche de la fête, on voit maintenant que tout le monde se déplace sans crainte. Moi, je vois que la tranquillité pour le Mali. Et j'invite tous les Maliens à aller récupérer comme moi leur carte d'électeur. Tout comme ce septagénaire qui n'a pas trouvé son nom sur la liste des électeurs du centre de retrait de quartier Mali. Mais pas question pour lui de ne pas aller dans un autre centre. Et c'est cela aussi la citoyenneté. Je vais faire tout pour avoir ma carte. Pourquoi? Oui, parce que c'est quand même la constitution là. Cette fois-ci, nous allons redresser la situation et nous pensons que les choses vont bien aller. Avec le Mali Croix, je pense que le Mali a un bel avenir. Ici, au centre de retrait de quartier Mali, certes, les distributeurs sont débordés, mais ils font de leur mieux pour satisfaire les citoyens, surtout les personnes âgées qui viennent avec leur carte de priorité, mais hélas. Ici, là, moi j'ai retrouvé facilement mon bureau de vote. Mais arrivé ici à la distribution des cartes, on refuse de me servir en tant que personne âgée. On me demande de faire le rang avec mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est l'État qui nous a accordé cette facilité. Dieu m'a accordé cette chance-là. Et on me refuse de ce privilège. Je vais voter directement dans mon bureau.
Voilà, merci Tamsir Djabaté. Ce communiqué, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ informe les populations du district de Bamako que la distribution des cartes d'électeurs biométriques est en cours dans les lieux de distribution indiqués. Cette opération de retrait vise à permettre à chaque électeur de retirer sa carte d'électeur biométrique afin d'exercer son droit de vote. Compte tenu de l'engouement constaté de la forte mobilisation des citoyens, l'autorité indépendante de gestion des élections a déployé des équipes de soutien dans les différents lieux de distribution pour faciliter le retrait du dit document. Le président de l'EJ rappelle que ces équipes d'appui resteront disponibles tout au long des opérations. Par ailleurs, le dispositif de consultation des centres et des bureaux de vote par SMS mis en place par l'EJ est toujours opérationnel. Il s'agit d'envoyer un SMS contenant votre numéro d'identification nationale NINA au 36 777, quel que soit votre opérateur de téléphonie. Voter est un devoir citoyen. Le président de l'EJ rappelle en outre que les cartes d'électeurs biométriques non retirées sont mises à la disposition de leurs titulaires le jour du vote au bureau de vote indiqué sur justification de leur identité. Restons avec l'EJ qui a initié une session de formation des journalistes et autres acteurs sur la couverture électorale. Mamari Kone. Ils sont une cinquantaine de journalistes et autres acteurs des médias publics et privés à bénéficier de cette session de formation de 3 jours sur la couverture électorale. Un atelier de ce genre où on va poser les fondamentaux de la couverture médiatique des élections, notamment comprendre l'organisation et le fonctionnement de ce centre de médias et d'information pour nous tous, qui va nous permettre beaucoup d'accès à l'information. Traiter aussi de qu'est-ce que c'est que les élections même pour les journalistes et comment l'observation pour les élections se feront. La formation des journalistes et autres acteurs des médias dans la perspective du respect de la déontologie par les médias, de la diffusion de la bonne information à chacune des étapes du processus électoral vise à faciliter la tenue d'élections apaisées, inclusives et transparentes. La loi 2023-001 du 13 mars 2023 confère à l'EJ l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires. Dans l'accomplissement de cette mission, elle bénéficie de l'appui technique et opérationnel du ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je vous invite donc à suivre avec une grande attention les différents modules portant des thèmes majeurs et pertinents, à savoir les élections et le rôle de l'observation électorale, les techniques de reportage journalistique, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'EJ, l'éthique et la déontologie du journaliste en période électorale, le monitoring des médias en période électorale, la place et le rôle de la régulation pour des élections équitables et apaisées. Comment produire des rapports journaliers sur le monitoring. Ces thèmes seront développés par des experts comme Mahaman Amé-Sissé, Hassan Baba Djombili, directeur général de l'ORTM, et Ibrahim Sango du Modèle Mali. La session a d'ailleurs commencé par la communication sur le rôle de l'observation électorale animée par Dr Ibrahim Sango. Et dans ce communiqué, dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les représentants des 2 courants à se présenter au siège de l'organe demain, vendredi 16 juin 2023, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 10h, le courant du non, 10h30, le courant du oui. Plusieurs associations et organisations de la société civile demande aux Maliens de s'acquitter de leurs devoirs citoyens ce dimanche en choisissant l'option oui de Gawa Mopti en passant par Bamako à Tombouctou. L'engouement est visible. Regardons les brèves rassemblées commentées par Boubacar Kaouti. Le Conseil national de la jeunesse dit oui au projet de constitution. L'annonce a été faite ce matin au siège de la dite structure lors d'une rencontre qui a regroupé les jeunes venus de partout. Le ministre de la Jeunesse présent à la rencontre a profité pour inviter les jeunes à s'impliquer davantage pour la réussite de la transition.
C'est dans une effervescence du grand jour que les membres de la coordination des femmes solidaires et autonomes du Mali ont donné la consigne de vote, le oui pour le dimanche. La présidente de la coordination trouve que ce projet de constitution comporte des innovations majeures qui donnent au Mali sa renommée d'antan dans le concert des nations. La consigne, c'est de voter oui. Oui, oui, oui. Nous ne voulons pas de bulletin rouge. Les membres de la société civile de la commune 5 se mobilisent en faveur du oui. Cette information a été donnée lors de ce meeting qui a regroupé toutes les sensibilités de la commune. Ils estiment que ce projet de constitution en gestation permet au Mali de se doter d'une nouvelle constitution Made in Mali qui prendra en compte les aspirations profondes du peuple malien. Appel pour voter oui le 18 juin, c'était l'objet d'un meeting tenu hier au stade Kassé Keita de Gao. Cette mobilisation de grand jour a réuni les leaders des partis politiques, les légitimités traditionnelles, les représentants des communautés et l'ensemble de la société civile de Gao. La cérémonie a eu lieu en présence d'une forte délégation conduite par le ministre en charge de la refondation de l'État, Dr Ibrahim Ikassa Maïga. Le collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif a mobilisé les populations de la région de Tombouctou. L'objectif, sensibiliser les votants pour un oui massif lors du scrutin référendaire du dimanche. Tous les responsables et leaders des organisations se sont engagés pour un score honorable en faveur du oui. Référendum institutionnel du 18 juin 2023. La coordination nationale de la société civile en faveur du oui à la nouvelle constitution a organisé en communauté du district de Bamako le grand meeting de la rive gauche. L'objectif de ce meeting est d'appeler la population de la rive gauche à voter oui. Les populations de Mopti sont sorties massivement pour s'exprimer en faveur du projet de constitution. Cela à travers un meeting tenu hier au terrain Gangal et présidé par le ministre en charge de la culture Ondogoli Guindo et les membres de la CNT. L'initiative est du collectif des acteurs institutionnels pour le oui. En 4e région, les populations de Ségou se mobilisent pour un vote massif en faveur du oui. Le dimanche prochain, c'est là en faveur d'un meeting géant qui a enregistré la présence de 3 membres du gouvernement représentant le collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif. Enfin, les forces vives de la région de Koulikoro sous le leadership du gouverneur Lamine Kapouri Sanoko sont sorties en grand nombre lors de ce meeting. Il a expliqué le processus du vote et l'invitation a été lancée pour le vote oui le dimanche 18 juin 2023, le projet de constitution pour le bonheur de l'ensemble de la population. Youssouf Hassan Diallo, partisan du non pour le référendum du 18 juin, est au micro de Boubacar Kanouté. Selon lui, le projet de constitution est en porte-à-faux avec nos valeurs sociétales et religieuses. On l'écoute. Je suis là dans le cadre de la sensibilisation qui est faite par rapport au vote référendaire sur la nouvelle constitution du Mali. Voilà, donc je suis de la tendance qui appelle le peuple malien à voter non pour ne pas adopter cette constitution qui ne convient pas à nos attentes, à nos aspirations, à nos réalités. Le projet de référendum, par rapport auquel on nous a demandé aujourd'hui de se prononcer, de nous prononcer, c'est un projet qui ne prend pas en compte nos aspirations profondes, nos aspirations légitimes. Et notre aspiration la plus importante, c'est cette aspiration-là qui prend en compte la nécessité pour nous en tant que peuple musulman, peuple croyant d'une manière générale, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, nous sommes tous des croyants, nous baignons dans la foi et dans la croyance 24 heures sur 24. Donc notre aspiration la plus importante, c'est celle qui nous permet de prendre en compte notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Parce qu'un être humain détaché de Dieu, une société détachée de Dieu, ne peut pas prospérer, en aucun cas. Et je pense que le choix que nous avons fait après l'indépendance, à un moment où nous devons choisir de revenir vers nous-mêmes, de travailler pour nous-mêmes, eh bien ce jour-là, le choix d'aller dans le sens du mode de gouvernance hérité de la colonisation qui nous sépare de Dieu, ça a été un choix catastrophique pour le peuple malien. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. La crise multidimensionnelle que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce choix qui n'est pas du tout conforme à nos valeurs, qui n'est pas du tout conforme à nos aspirations.
Voilà la raison pour laquelle, donc, dans ce choix que nous sommes appelés à faire, il est important pour le peuple malien de comprendre qu'il ne s'agit pas de la victoire d'un camp sur un autre camp. Ce que nous devons rechercher, ce que nous devons privilégier, c'est la victoire du peuple malien. Et cette victoire ne peut venir que par la réconciliation de notre peuple avec sa foi, avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec le divin. C'est cela qui a été notre force par le passé. C'est ce qui a fait qu'on a connu le Mali au Moyen-Âge. Un pays comme le Mali, qui a été le véhicule de l'islamisation de toute l'Afrique de l'Ouest par le passé. Il y a dans la sous-région plusieurs pays qui ont des banques islamiques. Au Mali, jusqu'à présent, selon l'information dont je dispose, il y a des gens qui ont mis le pied, des lobbies anti-islamiques qui ont mis le pied sur la création d'une institution financière islamique. Le colonel Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale dans la région de Nara, Nyoro et Kaya, message de cohésion au sein des FAMA et des Mali apaisés où il fait bon vivre sont enregistrés. Le commentaire de Boubacar Kanouté avec les images de la DIRPA. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famouké Kamara, à la tête d'une forte délégation, a entamé du 8 au 9 juin 2023 une tournée dans les garnisons de la région de Nara, Nyoro du Sahel et de Kaï. Une visite mise à profit par la délégation pour rendre visite aux notabilités et aux confessions religieuses des différentes localités visitées qui ont formulé des bénédictions pour un retour rapide de la paix et un bon déroulement du scrutin référendaire prévu le 18 juin. Selon lui, les forces de sécurité vont s'impliquer dans tous les processus pour permettre aux concitoyens d'aller s'acquitter de ce devoir civique. Combien important. Venu pour expliquer aux militaires l'importance de ce acte citoyen qui est le vote et pour que le référendum vraiment puisse se passer dans de bonnes conditions et surtout les rassurer de la sécurisation et des dispositions à prendre. Et également, les militaires, les forces de défense et de sécurité restent convaincus de l'importance de ce référendum qui leur donnera le moyen nécessaire pour pouvoir assurer la défense du territoire, assurer la protection des civils à travers les moyens et surtout le fait que c'est dit dans ce projet de constitution que c'est désormais la sécurité et la défense revient au peuple malien. Le message que nous avons à l'endroit de toutes les forces de défense et de sécurité, c'est de garder l'unité, la solidarité et la cohésion entre les forces. En tout cas, c'est vraiment un gage majeur pour pouvoir relever les défis et surtout les rassurer qu'aujourd'hui, nous avons une cohérence et une fluidité entre tous les niveaux de l'État, le niveau politique, stratégique, tactique et opérationnel. Le chef d'état-major général de la garde nationale a salué les efforts titanesques déployés par les FAMA sur les différents théâtres d'opération qui engagent des belles consécrations. Il faut cependant rappeler qu'à Nara, la délégation est allée se recueillir sur les tombes des vaillants militaires tombés, les armes à la main. Et à chaque étape de la tournée, une minute de silence a été observée pour le repos éternel de toutes les victimes civiles et militaires tombées. La délégation a également offert un repas de corps aux militaires de chacune des localités visitées. Un mot de politique. Des responsables du RPM, Rassemblement pour le Mali, ont rencontré la presse pour parler des dernières évolutions du parti, l'arrêt de la Cour suprême sur le contentieux au sein de la formation, la fin du mandat du Bureau politique national d'octobre 2016 et l'organisation du prochain congrès. Baber Gano, le secrétaire général du bureau sortant, était le conférencier principal. Il donne plus de précisions sur cette conférence de presse au micro de Mohamed Kantao. C'est une conférence d'information de l'opinion nationale et internationale sur le déroulement de la crise judiciaire qui secoue notre parti, le RPM. Il vous souviendra qu'en juin 2022, nous avons porté devant la justice un contentieux concernant le fonctionnement de notre parti sur des questions qui ont porté sur la violation de nos statuts et du règlement intérieur par la prise de décisions et de résolutions et recommandations dans un cadre du comité central qui est un cadre statutaire du parti et qui a malheureusement emporté des décisions qui sont au-delà de ce cadre-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions. Nous avons porté cette question devant la justice depuis 1 an et notre tendance de respect des règlements intérieurs du parti a gagné. En juin 2022, le 1er juin, la Cour d'appel
par un arrêt numéro 276, avait déclaré que notre recours sur l'annulation de la résolution et des recommandations spéciales du comité central était fondé. Et la Cour avait annulé la résolution, elle avait annulé la recommandation spéciale, elle avait mis fin au mandat du bureau politique national et elle avait recommandé au parti, au procès, d'aller organiser un congrès qu'il plaira au parti de fixer la date, mais conjointement entre les deux partis. C'est cette décision qui avait fait l'objet d'un pourvoi formé par la tendance du Dr Tereta. Ce pourvoi a été reçu par la Cour suprême et le 12 juin, la Cour suprême aussi a rendu son verdict en rejetant le pourvoi formé par Dr Boukari Tereta. Nous étions dans une action de rendre un parti sain, parce que la justice assainit un parti. Le parti Ensemble pour un Mali nouveau et prospère, EMNP, existe désormais. La nouvelle formation politique soutient les actions des autorités de la transition et entend s'investir pour y rétablir la confiance des Maliens vis-à-vis de la politique. Le point de la cérémonie de lancement, c'est avec Bemba Sibi. La salle Djelibaba Sissoko du CICB a refusé du monde pour le lancement du parti Ensemble pour un Mali nouveau et prospère. La nouvelle formation politique s'inscrit dans une dynamique de rupture. Elle va s'atteler à rétablir la confiance entre les citoyens et la chose politique, car tout est politique. La création de notre parti est une lueur d'espoir pour le peuple malien. Nous entendons soulager le Mali des traumatismes créés. Et pour cela, il nous faut une nouvelle philosophie politique pour relever tous les autres défis politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est cette philosophie que la nouvelle formation politique entend porter, ceci en fédérant les Maliens autour de l'essentiel, le Mali. Le nom du parti traduit déjà cette volonté et le logo, une poignée de main dans un cercle sur fond jaune, matérialise cela. Ensemble pour un Mali nouveau et prospère soutient la transition, un soutien à travers des propositions concrètes pour aider notre pays à sortir de la crise. Déjà, le projet de société du parti en dit long sur ses ambitions. Repenser l'aide publique au développement, renforcer les mécanismes de développement auto-centré du pays, renforcer les potentiels agricoles, miniers et énergétiques, renforcer l'intégration économique, développer les infrastructures routières pour le désenclavement effectif du pays. Le respect de l'état de droit et la lutte contre la corruption sont également deux chantiers majeurs sur lesquels le parti EMNP entend s'investir. Le bureau politique national provisoire du parti est dirigé par le docteur Brema Noumoussa Diallo avec 26 membres. Ils vont s'atteler dans les mois à venir à l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire et à l'organisation du premier congrès du parti. L'échiquier politique national compte également ce nouveau parti. Il s'agit du Parti de la Rénovation Sociale, PRS, présidé par Sidiki Almami Koulibaly. Jules Sambou Sissoko nous présente le parti. Une conférence de presse sur le projet de constitution du Mali et par la même occasion, les conférenciers ont procédé au lancement officiel de leur formation politique, le Parti de la Rénovation Sociale, PRS. Le nouveau parti s'inscrit dans le changement de gouvernance prôné par le peuple malien. Le Parti de la Rénovation Sociale vise la construction d'une nation unie et solidaire. Il vise la mobilisation et la participation responsable de toutes les Maliennes et de tous les Maliens préoccupés par la recherche des solutions aux problèmes de développement. Notre grande force est la diversité de nos militants, qui sont des citoyens patriotes et engagés avec des expériences et des parcours divers. Le PRS est en phase avec les initiatives de développement des autorités de la transition pour un Mali de paix et harmonie. Je voudrais faire connaître la position de notre parti par rapport aux questions brûlantes du moment. Le comité exécutif du parti, en sa session inaugurale, a décidé d'apporter son soutien au gouvernement du Mali face aux accusations infondées contenues dans le rapport sur Moura, issu d'enquêtes partielles et bâclées, de rendre un hommage appuyé au président de la transition pour les efforts entrepris en vue du relèvement de notre pays, surtout le renforcement de notre outil de défense et le retour programmé à l'ordre constitutionnel normal.
La devise du Parti de la Rénovation sociale est Rassemblement, Développement, Justice sociale. Le logo, un bœuf blanc dans un cercle vert. Ensemble pour un Mali meilleur et uni. C'est le slogan du Parti de la Rénovation sociale. L'actualité, c'est la relance des activités cette semaine à Ségou de la Comatex. La Comatex sera pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois. C'est du moins ce qu'espère son directeur général, rassuré aujourd'hui par l'accompagnement des autorités malgré les difficultés du moment. Issa Sangaré, sur le plateau de l'invité de la semaine, est revenu sur les objectifs assignés à la nouvelle direction. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien. La nouvelle direction a pour objectif de redémarrer la société, de veiller à ce que la société soit rentable, parce que depuis quelques années déjà, l'autre société n'était plus rentable. Donc il faut aller à renforcer la gestion et à faire en sorte que l'entreprise redevienne rentable. Donc tout en s'occupant du volet social qui est la création de l'emploi, la transformation du coton qui est un produit qui est largement produit au Mali. Il faut tout faire pour rehausser le taux de transformation de ce coton. Voilà des objectifs qui sont assignés à la nouvelle direction aussi. Mais les difficultés que l'ancienne société a rencontrées ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. Est-ce que le directeur que vous êtes aujourd'hui est plutôt rassuré par ce qui est en cours, ou bien vous avez quand même des inquiétudes? Je dirais que les difficultés qui ont causé l'arrêt de la société sont là, mais je suis rassuré en tant que nouveau directeur général de la société par l'accompagnement et l'assistance des autorités pour alléger ce coût. Parce que pour pouvoir faire de profit, il faut que les coûts soient minimisés quelque part. Issa Sangaré est l'invité de la semaine. L'invité de la semaine à suivre ce soir après les messages de campagne. C'est avec Yaya Konaté. Du football, dans ce journal, les Aigles en regroupement au pays s'envolent ce vendredi pour Brazzaville où ils jouent dimanche contre les Diables Rouges du Congo. Les Aigles ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce jeudi au stade du 26 mars. Je vous propose d'écouter quelques joueurs. Amari Traoré, Mamadou Traoré, Fousseini Diabaté. Ils sont au micro de Aridjouma Tina et Aboubakar Traoré. Très content de revenir à la maison, chez nous. On a fait une très bonne semaine de travail. Les joueurs, tout le monde est concerné. Voilà, mais pour l'instant, on n'est pas en vacances, on est en sélection. On vient répondre aux devoirs du pays. Voilà, on a fait une très bonne séance, une très bonne semaine. On va voyager demain, Inch'Allah, et pour aller prendre les 3 points à Brazzaville, Inch'Allah. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre. Voilà, on est obligé d'aller gagner pour se qualifier. On est premier du groupe, on a 9 points. On a notre destin entre nos mains. Donc à nous de faire un gros match là-bas dimanche pour gagner. Et j'ai confiance à mes coéquipiers et je sais qu'on va tout faire pour rendre notre peuple fier. Le groupe vit bien, on travaille dans la bonne ambiance. C'est vrai que ces derniers jours ont été intenses, mais l'objectif reste le même. C'est de ramener la qualification du Congo et Inch'Allah, tout le monde pousse dans le même sens pour ramener la qualification. Ça se passe super bien, c'est un bon groupe. Il y a des jeunes et pas mal d'anciens. Après, il y en a pas mal que je connaissais d'avant. On vit super bien, il y a la joie de vivre, on s'entraîne bien comme vous le voyez et on est prêt pour le match du Congo. Personnellement, comme c'est mon retour, ça fait un moment quand même que j'étais pas venu. Maintenant, à moi de trouver mes marques et de travailler dur pour me faire ma place et d'avoir du temps de jeu dans cette équipe de qualité. Voilà, bon esprit d'équipe a ramené donc la qualification du Congo. Daniel Amagouan Tessougé, l'un des valeureux fils du Mali, n'est plus depuis ce 11 juin, décédé à l'âge de 65 ans. L'ancien procureur de la République et ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA a été conduit en sa dernière demeure ce jeudi. Une foule de personnalités a fait le déplacement pour rendre un ultime et dernier hommage à l'illustre disparu. Fouzeyni Tunkara, reportage. Aux morts.
cérémonie d'adieu pour un homme de justice. Le concerné, Dr Daniel Amanguin Tessuke, natif de Sanga au pays d'Ogon, dont le corps est ainsi drapé aux couleurs nationales, a été rappelé à Dieu le dimanche 11 juin à l'âge de 65 ans. Il brille aujourd'hui par son absence, comme il a été tout au long de son parcours sur Terre. Daniel Tessuke a ensuite exercé les fonctions suivantes. 2004, secrétaire général du ministère de la Justice. 2012, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Juge à la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, juridiction dont il devait prendre la tête en tant que président à partir du 28 mai 2019. Plus de son diplôme de l'Institut national de formation judiciaire, Daniel Tessuke est titulaire d'un certificat en théologie obtenu en 1991 à l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, d'un diplôme d'études approfondies en droit privé obtenu en 1999 et en 2002 d'un doctorat en droit de l'Université Robert Schuman de Strasbourg en France. Avec ce parcours élogieux, on se rend compte que c'est lui que le monde judiciaire et le Mali entier pleure aura consacré sa vie au rayonnement de la justice. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ne tarissent pas de compliments pour le magnifier. On disait toujours, il ne veut pas de voleur de sa famille, il ne veut pas de malhonnête dans sa famille. Il nous le répétait chaque jour. Vraiment, c'était un homme qui aimait ce pays. Il y avait des moments où il ne dormait même pas à cause de la situation du pays. C'était un jeune frère qui était plein d'idées et qui avait de la vision. Il avait de la vision. Parce que nous avons parlé de la vie très souvent, il était très proche de moi. C'est lui qui vient juste après moi. Je retiens cette qualité et certainement tant d'autres que beaucoup de gens ont découvert avec lui. Travailleur et rigoureux, très rigoureux dans tout ce qu'il fait. La douleur qui nous atteint est immense pour lui et moi et pour la Cour de justice. Cette disparition est une grande perte. Elle laisse un grand vide qui sera très difficile de combler. Par ma voix. C'est donc l'ensemble de la famille judiciaire du Mali et en dehors du Mali, mais aussi la communauté des juristes à travers le Mali, la sous-région, l'Afrique et le monde qui pleurent la disparition de ce grand homme dont la vie est sans nul doute un modèle et une source d'inspiration pour les générations actuelles et à venir. Dormez en paix, chers aînés, chers frères, modèle de courage, d'humilité et d'intégrité. Dormez en paix, mon mentor, mon modèle, ma référence. Dormez en paix, digne et loyal magistrat. Épris de paix et de justice, les autorités de la transition ont voulu ce moment d'hommage et de reconnaissance à la dimension du disparu. Les condoléances de la nation au nom du président de la transition ont été présentées par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali en présence du Premier ministre. Daniel Tessuke, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous quitte au moment où les chantiers de la refondation avaient le plus besoin des mains expertes et de clairvoyance pour sortir le Mali nouveau des fonds baptismaux. Les qualités exceptionnelles que tout le monde accorde à Daniel Tessuke, il les doit à son éthique, forgée dans les falaises, à sa grande maîtrise de la déontologie de son métier. Le Mali vous sera éternellement reconnaissant. Que la terre vous soit légère. À l'issue de la cérémonie, la dépouille a été remise à la famille Tessuke pour inhumation.
Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal. Demain, 20h, Fousseini Tunkara. Le 13h sera une présentation de Abdoulaye Sako. Grand merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement de Yanfoulila, de Brigo et du Wassoulou. Bonsoir à tous.